On parle beaucoup des personnes qui craquent, mais on parle beaucoup moins des systèmes qui les y conduisent. Quand un collaborateur s'épuise, quand un manager finit par décrocher ou quand une équipe entière semble à bout de souffle, notre premier réflexe est souvent de regarder les individus, leur façon de travailler, leur résistance au stress, leur capacité à faire face. Et si une partie du problème se trouvait bien ailleurs, dans les process, dans la communication, dans certaines décisions prises sans mesurer les conséquences humaines. Aujourd'hui, je reçois Amandine, fondatrice de Talent Ops et spécialiste des opérations RH. Ensemble, nous allons explorer le lien entre la structure d'une entreprise, les RH et la santé mentale de celles et ceux qui y travaillent. Parce qu'au fond, lorsque les processus sont flous, lorsque la communication ne circule plus ou que la confiance se fragilise, ce sont les personnes qui compensent, jusqu'au moment où elles n'en peuvent plus. Un épisode qui s'adresse autant aux dirigeants, aux managers, aux RH qu'à toute personne qui s'est déjà demandé: est-ce que le problème vient vraiment de moi? Alors finalement, la question qu'on va se poser ensemble, c'est celle-ci. Les problèmes humains dans les entreprises sont-ils vraiment des problèmes humains? Ou sont-ils parfois le symptôme d'un système qui a besoin d'être repensé? Belle écoute! Salut Amandine, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors avec Amandine, ça a été comme un peu une évidence finalement, la manager et la RH qui se rencontrent dans le cadre d'un réseau d'entrepreneurs. Si je me souviens bien, quand on a dû faire notre petit pitch, chacune l'une et l'autre, à la fin, on s'est retourné l'une vers l'autre et on s'est dit, ouh là, nous, on a des choses à discuter. Salut Delphine, ouais, tu l'as super bien dit. Effectivement, c'était une évidence et on est toutes les 2 habitées par nos sujets, et je suis super contente d'être là, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu accompagnes aujourd'hui les startups, les TPE, les PME à structurer et accompagner les opérations RH. Mais avant ça, tu as travaillé pendant 9 ans dans les RH. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans les ressources humaines? J'ai toujours eu un attrait pour, les cultures déjà, l'humain en fait dans toute sa splendeur. J'ai commencé mes études en anthropologie, après je suis partie dans le tourisme et puis finalement j'ai fait mon chemin, dans les RH puisque après avoir fini mes études en administration des entreprises, j'avais, étudié les RH et j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit: «Non mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux être RH». Et j'ai eu, l'occasion d'accompagner des entreprises, de façon diverse, je dirais, plutôt, sur, des environnements, stressants. Les RH, ça toujours un peu stressant. Mais bon, moi, c'est quelque chose qui est assez moteur, donc finalement, sur le coup, ça m'allait très bien et finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond que ça. J'ai vraiment à cœur, de faire changer les choses, d'améliorer le quotidien, des RH, des employés et c'est pour ça que j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre et là, je me suis dit: «Ça y est, je pense que j'ai assez d'expérience, peut-être je me sens assez légitime, pour me lancer» et j'ai envie, avant tout de partager mon expérience et surtout, d'offrir des solutions parce que moi j'ai été dans ces environnements, qui sont grandissant, où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de recrutement, beaucoup de choses à faire, beaucoup de problèmes, beaucoup de projets. Mais ça peut, comme toi tu peux le voir dans ton métier, générer, derrière, des choses pas toujours positives et donc j'ai vraiment à cœur d'aider les entreprises à mettre en place, une bonne structure RH, des bons process, pour que justement, ce que moi j'ai pu vivre par le passé, les autres n'y soient pas confrontés. Un métier qui a du sens. Voilà, c'est exactement ça. Tout à fait. Alors justement, bah, on va revenir là-dessus, hein, parce que les RH sont vraiment au cœur justement des métiers les plus touchés par l'épuisement et puis par la souffrance, au travail. Je vais d'abord faire le lien, si tu es d'accord, avec les grands facteurs de risque, qui sont répertoriés, comme étant les facteurs externes, c'est-à-dire liés au monde du travail. Donc il faut savoir, pour, reprendre un petit peu, de théorie, que les l'épuisement professionnel survient, en fait, à la rencontre, entre un individu,
un collaborateur, un employé, un RH, un manager, peu importe, un individu et son environnement de travail. Donc du coup, il y a effectivement ces 6 grands facteurs de risque, qui sont répertoriés. Alors la petite parenthèse que pour les auditeurs, si jamais dans l'épisode 7, je les ai, détaillés, c'est, la charge de travail. Donc là, je rentrerai pas dans les détails, mais là, en gros, la charge de travail, mais en lien vraiment au sens large, hein, avec la pénibilité qu'il y a autour, la pression qu'il y a autour. Le deuxième, c'est l'absence d'autonomie décisionnelle, donc le manque de marge de manœuvre notamment. Le troisième, c'est le manque de reconnaissance au sens large. On ne parle pas forcément que de salaire, ça peut être aussi en termes d'évolution de carrière. La dégradation du lien social et l'absence d'équité et puis le conflit de valeurs. Donc toi, Amandine, au regard de ces 6 grandes catégories, on va dire, dans lesquelles on met beaucoup de choses, hein, mais là, j'ai essayé de simplifier. Qu'est-ce que tu observes, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pu observer durant tes presque 10 ans, dans les RH? Et qu'est-ce que tu observes aujourd'hui? Alors oui, effectivement, c'est une question qui mérite une réponse assez longue. Heu, Ils sont assez bien présents, en fait, ces facteurs-là. C'est pas forcément, intentionnel, mais je dirais que le manque de structure, le manque de process qui tiennent la route, vont avoir un impact. Et c'est là où c'est hyper important pour moi de faire un parallèle, du coup, entre, ce que la santé mentale représente, versus, le manque de structuration dans les entreprises. C'est quelque chose qui, je pense, mérite encore d'être, un peu mieux compris par les dirigeants, par les équipes de top management et en plus, ça peut être rectifié quand même assez facilement, dans le sens où, on il faut, se poser un petit peu et puis se dire déjà: «Est-ce qu'on communique aux équipes? Est-ce qu'on communique la stratégie aux équipes? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce que les valeurs qu'on a, dans l'entreprise, on les a retranscrits avec les process qu'on a mis en place, avec les politiques qu'on a mis en place? Est-ce qu'on accompagne nos collaborateurs, je dirais, de façon générale, avec tout ce qui va comprendre les RH, que ce soit l'évolution de carrière, que ce soit, le bien-être au travail. Voilà, c'est ça, c'est cette prise de conscience qui fait que, si elle y est pas, forcément, on va retrouver ces facteurs-là. Du coup, si on va avoir, une entreprise qui a pas des process suffisamment adaptés, on va avoir une charge de travail qui va être trop lourde. En fait, tout c'est un effet boule de Ouais, c'est neige ça. et Tout est lié, en fait. Ouais. exactement. Si, par exemple, on a, des managers, qui ne communiquent pas, parce que, par exemple, même ils se disent: «On va pas faire peur aux employés» ou, «C'est pas nécessaire de parler de tel ou tel projet ou de tel ou tel sujet qui va arriver parce que c'est pas encore là et qu'on attend». Mais en fait, ça se ressent. Du coup, ça met une atmosphère, on et du coup, après ça frustre, en fait, les employés et donc on arrive, dans des Ouais, ça alimente les malentendus, les rumeurs, les non-dits et ça alimente aussi, une certaine perte de confiance aussi, du fait de pas être totalement transparent. c'est ça et en fait, la confiance, c'est vraiment la base et pour moi, de toute façon, quand on est dans une entreprise, il y a un peu, comment dire? Chacun a sa mission. L'employeur, sa mission, en tout cas autour de la confiance, ça va être, de mettre l'employé en confiance de par le cadre de travail qu'il va, mettre à disposition de l'employé. Donc quand je dis le cadre, c'est pas que, forcément, le bureau, si tu es bien assis, si tu as un bureau qui monte, qui descend, ça va vraiment être, général, et comment tu communiques et comment tu mets en application les choses, ensuite va avoir un impact. Par exemple, si tu dis, on est flexible. Donc si par exemple une de tes valeurs, c'est la flexibilité et puis qu'ensuite tu as un micromanagement qui est mis en place
où, là, on va vraiment aller vérifier, tâche par tâche, ce que fait la personne ou à quelle heure elle arrive, à quelle heure elle part, là, tu es pas en accord avec tes valeurs. Donc du coup, c'est des facteurs qui font que ça ressort et après ça devient, compliqué à rectifier parce que ça casse la confiance chez les employés et ensuite ils ont du mal à parler. Ce qui est difficile parfois parce que, en fait, tu as les valeurs qui viennent «d'en haut» entre guillemets, qui peuvent être incarnées à certains niveaux, à certains échelons, et en fait, il suffit parfois d'une personne alors que l'entreprise au-dessus ou et les RH font en sorte de faire vivre ces valeurs. Et puis tu parlais aussi de confiance et cette confiance, elle est, à chaque niveau. Elle doit être, incarnée à chaque niveau, cette confiance. C'est ça et en fait, je dirais même, c'est un peu un moteur puisque, par exemple, alors déjà l'employé qui a confiance en son employeur, il est beaucoup plus serein, il va se sentir, plus à l'écoute et puis de l'autre côté, c'est pareil parce que du coup, il y a des employeurs qui ont du mal à lâcher et qui ne font pas forcément confiance aux employés et en fait, c'est ça qu'il faut construire et je dirais même que dans les entreprises qui grandissent, qui se structurent, c'est hyper important parce que, par exemple, quand on grandit et qu'on recrute beaucoup, on va avoir des entreprises où, il y a beaucoup d'échelles de management et souvent, il y en a beaucoup qui se plaignent que, leurs managers ne comprennent pas ce qu'ils font, que, le top management, n'a pas, la vision de la réalité et là où du coup la confiance rentre énormément en jeu, c'est que quand on a des entreprises qui grandissent, impliquer les équipes qui travaillent, qui font le job vraiment en profondeur dans les recrutements, c'est hyper important. En fait, on va pouvoir vraiment cibler, ce que les employés vont avoir besoin et ensuite on va pouvoir répartir la charge de travail correctement. On va pouvoir mettre en application les process qu'il faut et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est l'effet boule de neige, mais en fait tout est lié et d'un simple principe de confiance, de communication, en fait, on arrive à déplacer des montagnes et à faire, des choses, bah, super, où tout le monde prend du plaisir, en fait. Ouais. Mais le climat relationnel et le climat de confiance, c'est quelque chose d'essentiel, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Déjà à l'échelle de l'équipe et puis ensuite ça remonte. Mais déjà ce climat de confiance, si on l'instaure déjà à la base et qu'ensuite si on arrive à le répercuter, du down vers le top, à l'inverse, c'est énorme. Et les collaborateurs se sentent, pris en considération aussi, tout en sachant que la transparence, ça consiste aussi à dire: «J'ai fait remonter, là par contre j'arriverai pas à faire grand chose». Mais, voilà et au moins on sait que, ils ont été écoutés, au moins. Bah, oui, c'est ça et en fait, ça va vraiment, enfin, j'irais même encore plus loin. Il y a aussi la confiance de parler et dire: «Ça va pas» et on est entendu. Là, on vient vraiment toucher aux émotions, mais mon travail, c'est d'améliorer le quotidien aussi des entreprises à travers des process qui tiennent la route, je le dis souvent et ça passe aussi par là. Ça passe aussi par le fait de dire: «Non, mais en fait, là, moi, j'aime pas travailler comme ça. Cet outil-là, il me convient pas. Cette façon de travailler, je pense qu'elle est pas optimale» et il faut qu'il y ait du coup un échange et puis que, la confiance, elle s'instaure aussi dans la pratique. C'est-à-dire une fois qu'on a fait remonter l'information, il faut qu'il y ait une action qui soit prise. C'est pas juste on a entendu et du coup, OK, ça va pas, tu as du mal à travailler avec cet outil-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ton quotidien? Quel outil on peut mettre en place? Et en fait, je te fais confiance, tu peux même aller, toi, benchmarker les outils, trouve quelque chose en fait qui peut améliorer ton quotidien et puis au final, ça valorise aussi les équipes, ça a un impact hyper, hyper fort et en fait, ça coûte rien. Oui, puis on les responsabilise aussi derrière ça. Et justement dans ton expérience, toi, à quel moment les entreprises, selon toi, commencent à voir qu'il y a un problème? Ça, c'est compliqué parce que souvent on le voit pas en fait tout de suite, et puis en plus,
on est un peu dans une machine infernale, qui s'arrête jamais ou un train, qui oublie ses arrêts, on va dire et je dirais qu'il y a un vrai besoin de prise de conscience à avoir déjà, dès le départ et peu importe si, on voit le problème avant qu'il arrive, pendant qu'il arrive ou quand il est là, c'est vraiment d'avoir un mindset qui dit: «OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier?» Et c'est pas que au RH de trouver des solutions. C'est pour ça que je disais, il faut qu'il y ait une vraie synergie, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une vraie communication entre les dirigeants, les RH, même s'il y a pas de RH, parce qu'en fait, il y a des entreprises qui sont tellement petites, où par exemple, il va y avoir un dirigeant avec une assistante qui va être polyvalente, qui va faire, un peu tout à la fois, mais en fait, peu importe. Tant que, du coup, il y a cette conscience de bien faire, d'améliorer les choses et puis de toujours, trouver des solutions. Alors après, si on n'a pas cette prise de conscience tout de suite, il va y avoir des signaux forcément, on va voir les gens, les collaborateurs, vont être, souvent ça se traduit par l'absence. Les collaborateurs sont souvent absents. Si par exemple, il y a pas de confiance ou qu'il y a pas de transparence, on va vite arriver, dans des climats qui vont être assez, conflictuels. Du coup, les collaborateurs dans les équipes, vont avoir des mésententes, des conflits. Donc ça, c'est aussi des signaux. C'est pas forcément, parce qu'il y a des conflits qu'on on va il faut s'arrêter et se dire: «Ah, ils s'entendent pas, il y a une guerre d'ego» ou quelque chose comme ça. Non, c'est peut-être que du coup, ça traduit quelque chose et il faut aller chercher, il faut aller gratter, il faut aller voir ce qu'on peut mettre en place justement, pour anticiper tout ça et un autre facteur aussi, qui est hyper révélateur, c'est les erreurs. En fait, au moment où on n'a pas, les process, qui tiennent la route, je le dis tout le temps, j'ai l'impression de me répéter, les process qui tiennent la route, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, sans process, sans structure, sans outils, on met tout dans les mains, des fois, d'une personne ou d'une équipe et du coup, c'est pareil, cette équipe, quand elle est fragilisée et qu'il y a quelqu'un qui s'en va, qui est souvent absent, si elle a pas les outils, si elle peut pas faire les choses correctement, on a des erreurs et les erreurs, ça coûte de l'argent aux entreprises. Donc on revient dans cet effet boule de neige où une simple prise de conscience évite derrière des conséquences qui vont jouer sur la santé mentale, mais on parle même pas que de la santé mentale des collaborateurs. On après, à son niveau d'exécution, a son impact. Donc du coup, l'impact, il se ressent partout. Il y a effectivement l'impact sur la santé mentale mais il y a aussi l'impact et ça, c'est un message, aussi direct aux, dirigeants, c'est qu'il y a un vrai impact financier et c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé jusque-là, mais ces 2 facteurs-là sont liés, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à un principe, qui s'appelle la systémie, qui est que quand il y a une problématique, au niveau individuel, alors moi voilà, je parle principalement en termes de mal-être, d'épuisement, de santé mentale, mais les conflits, comme tu le disais, ou les erreurs ou l'absentéisme, ça fait partie de signaux, en fait, qui sont révélateurs à titre individuel. Je prends souvent l'image d'un compteur électrique avec le fusible qui saute, mais qui sont révélateurs d'un problème potentiellement structurel ou organisationnel au niveau du système. Et le système, ça peut être l'équipe, ça peut être le service, ça peut être l'entreprise au sens large. Mais, et c'est ça aussi qu'on ne voit pas toujours. C'est que parfois, comme tu le disais, tu parlais de la guerre d'ego, c'était un très bon exemple, mais de se dire, ah oui, mais on a tendance à repousser souvent la faute sur la personne, l'individu. Bah ouais, ils s'entendent pas, ils ont des caractères compliqués. Bon, ok, ça c'est une question, mais des erreurs, oui, mais bon, en même temps, elle est fatiguée en ce moment, et cetera. Heu, elle est en arrêt, elle est absente, oui, bon, elle est absente tous les lundis. Ouais, mais en même temps, c'est des signaux. C'est des signaux qui font que peut-être, au niveau du système, au niveau de l'équipe, du groupe, il y a peut-être un dysfonctionnement. Je rejoins tes process, je rejoins la structure qui fait que, au niveau de l'individu, ça se ressent. Et ça, quand on ne le prend pas en compte, bah, on en arrive effectivement à des situations qui sont beaucoup plus abouties, où on en est un petit peu trop loin et après on se dit: «Oui, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire des enquêtes de santé du personnel pour voir comment ils vont». Ouais, mais on est déjà peut-être un petit peu trop loin. Oui et au-delà de ça, je dirais même que, il y a des impacts vraiment réels
pour l'entreprise, c'est que ça se ressent et finalement, les conséquences, c'est quoi? C'est que les talents s'en vont, les collaborateurs, partent ailleurs. Il y a aussi un impact sur la réputation de l'entreprise et au final, on se retrouve à avoir des dépenses qui auraient pu être, évitées. Donc c'est pas juste un sujet, de santé mentale et de process, c'est vraiment quelque chose à prendre dans son ensemble avec, les conséquences qui s'invitent, si c'est pas, structuré correctement ou pensé, de manière préventive. Alors, moi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui dans mes accompagnements, mais également dans la réalité, de la vie quotidienne, ce sont des managers qui sont pris en étau entre les attentes d'une direction et la réalité du terrain. On leur demande d'être, multitâches de plus en plus, hein, d'être à la fois, chef de projet, de gérer les équipes, de gérer des dossiers, de faire des audits, des statistiques et cetera. D'être performant, d'être humain, d'être disponible, d'être rassurant, d'être stratégique, bref. Donc aujourd'hui, la réalité fait que quand même le métier de manager ne fait plus du tout rêver, hein. Les chiffres le disent d'ailleurs dans les différents baromètres, les sondages qui sont faits à la fois en France et puis aussi en Suisse, hein. Le métier de manager ne fait plus rêver du tout. Les managers et les RH font vraiment partie maintenant des populations les plus touchées par l'épuisement et le burn-out. Euh, Toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? À partir de quand est-ce que cette position, alors je parle du manager, mais finalement tu peux faire aussi le parallèle avec les RH parce que pour moi le rôle il est un petit peu similaire. C'est un peu cette pression entre le haut et le bas, d'être pris en étau entre des équipes en dessous et puis une direction au-dessus. Oui, je dirais même que c'est un peu la même chose, du coup, pour les RH. Mais par contre, pour le coup, je pense que les RH, c'est un métier qui fait encore rêver, mais on sous-estime, énormément la charge et l'impact que ça peut avoir, sur nous en tant que personne. C'est hyper important parce qu'en fait, les RH, elles sont quand même, garantes de la mise, en application des politiques de l'entreprise. Elles sont vraiment le miroir et elles sont tout le temps, en fait, on va dire, au front. Parce que quand il y a un problème, on va voir les RH. Quand on a besoin de solutions, on va voir les RH et des questions, il y en a tout le temps. Donc voilà et ensuite à côté de ça, il n'y a pas que répondre aux questions, gérer les problèmes. Il y a vraiment tout le cycle de vie de l'employé à supporter. Les RH, c'est pas que, payer les employés. Il y a vraiment, un accompagnement qui se fait, au quotidien. Donc heu, donc je dirais qu'il y a la dimension de management, puisqu'on est là pour, mettre en application les politiques de l'entreprise au service des employés. Nos clients, c'est les employés. Donc on a vraiment la double casquette et la double peine. Et la double peine, c'est ça. Et est-ce que tu dirais aussi que, comme je le vois aussi beaucoup par rapport à un manager, le RH porte ce poids de l'exemplarité? Complètement. En fait, quand tu es RH, tu es RH. Tu es pas juste quelqu'un, tu es RH. Donc du coup C'est-à-dire? Explique-moi, ça ouais, m'intéresse. donc du coup, tu es un petit peu, enfin oui, tu dois être l'exemple. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est comme je donnais, tout à l'heure, l'exemple de la flexibilité. Mais admettons qu'on soit dans une entreprise où la flexibilité n'est pas de mise. Mais quand je dis n'est pas de mise, c'est que, par exemple, c'est une vraie contrainte, c'est que, les employés, ils doivent être là, de 8 heures à 17 heures pour une raison qui impacte réellement l'entreprise et du coup, ça devient une règle qui fait que l'entreprise doit tourner comme ça. Et du coup, si tu es RH et que toi, tu es là, tu arrives à 10 heures et puis, tu prends 2 heures de lunch tous les jours, non, en fait, c'est pas possible. Donc il y a ça et puis après, il y a aussi la manière, dont tu vas, interagir avec les employés. Quand ils vont venir, qu'ils ont des questions, tu peux pas leur dire: «Écoute, tu me déranges, c'est pas le bon moment, reviens dans 5 minutes». Voilà, il faut qu'en fait, tu sois, comme un livre ouvert, et même si ça va pas dans ta tête ou, que tu as trop de travail, en fait, ton travail, c'est d'être là pour les employés et il y a une phrase assez,
que j'ai partagé il y a pas super longtemps, sur Instagram, ça m'a fait sourire. C'est que ma fille, elle me demande, donc ma fille a 6 ans, elle me demandait la dernière fois: «Qu'est-ce que tu fais comme travail?» Et je lui disais: «Bah, moi, mon travail, c'est de m'occuper des gens qui travaillent». Mais en fait, c'est vraiment vrai, c'est que, même s'il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes, notre travail, c'est d'être là pour les employés et de mettre en application les demandes de la politique, de l'entreprise, des moyens qu'on nous offre pour faire notre travail. Ouais, et ça, c'est ça qui est très dur, c'est de tenir justement ce rôle qui est, encore une fois entre 2 couches finalement, entre la couche supérieure et la couche inférieure, et d'arriver quand même à écouter ses propres besoins, ses limites, tout en, n'étant et en restant à l'écoute, des besoins des autres. Ça, c'est toute la difficulté de trouver cet, équilibre en fait, hein, dans tous les métiers de manière générale de toute façon, mais surtout les métiers qui sont en lien avec, que ce soit l'accompagnement, l'aide, et le fait d'être, à disposition des autres, hein. Donc ça, c'est pas facile comme position à jouer et à tenir. Et est-ce que tu dirais justement, moi je prends souvent aussi cet exemple pour moi le H, bah, c'est le H de humain, et donc, est-ce que tu dirais finalement que le RH, parce qu'il y a quand même pas mal, de personnes qui se reconvertissent, hein, beaucoup de personnes qui viennent du milieu RH. J'ai retrouvé des chiffres justement, notamment, le baromètre de la santé mentale des professionnels RH, 2025, qui disait que 38 quand même des RH envisagent de quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale. Donc est-ce que tu dirais aussi, que les RH perdent progressivement leur H? Pas dans le sens où ils deviennent inhumains, mais on l'a vu dans les 6 grands facteurs, organisationnels, le conflit de valeurs, le conflit éthique joue un grand rôle, et de plus en plus aujourd'hui, on a besoin de se sentir utile, on a besoin d'incarner nos propres valeurs dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas de plus en plus, et ça participe à la souffrance, au travail, justement, cette perte de sens. Est-ce que tu dirais justement que ça participe à à faire partir les RH, justement à les épuiser, ce côté-là où ils perdent leur valeur H? Ça, c'est vraiment une question qui est intéressante. Hem, Comment dire? Je sais pas si je suis très très objective sur ça parce que bon, alors forcément les RH, on dit, ils ont souvent, un peu vulgairement, le cul entre 2 chaises. Oui, certes. Après, là où je pense qu'il faut doser, c'est justement quand on arrive à un conflit éthique qui est trop important, on touche, les émotions de la personne, on touche la on va même plus dire: «Je suis employé», c'est: «Je suis une personne qui fait ce travail». Et du coup, c'est là où il faut se poser les bonnes questions, à savoir si on est OK d'être dans un environnement qui ne traduit pas les valeurs qu'on a. Et c'est OK, enfin, c'est OK dans les 2 sens, en fait. C'est OK d'avoir un travail qui ne traduit pas les valeurs et on l'accepte et on se sent bien et voilà. Ou alors si on l'accepte pas et que ça nous coûte, trop cher et que notre santé mentale derrière est impactée, c'est là où il faut se poser les questions. À savoir, pas forcément, de dire, «Je m'en vais, je quitte ce travail» et cetera. Mais là, on en revient à aller chercher ce qui est important. C'est OK, qu'elles sont devenues les valeurs de l'entreprise qui font que je suis plus en adéquation avec? Est-ce que je peux, moi, à mon niveau, faire quelque chose ou pas? Est-ce que je peux faire des propositions? Et en fait, je pense qu'il va jouer énormément, ça va être notre résilience, mais aussi, la façon, qu'on va avoir à rebondir et à proposer des solutions. Encore une fois, c'est notre métier, donc je pense qu'on est assez armé pour pouvoir, le faire. C'est de pouvoir doser, en fait. Si on arrive à un moment où on peut plus et qu'on voit qu'il se passe plus rien, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est au bon endroit? Si après on est dans un environnement où du coup on peut plus, on n'arrive plus, mais parce que finalement on se rend compte que les valeurs elles sont pas retranscrites parce que, je sais pas, c'est des outils ou qu'encore une fois il y a pas les bons process, mais en fait on peut peut-être arriver à faire changer les choses. Donc je pense que c'est garder ce mindset, comme on pourrait dire, esprit ouvert de, faire changer les choses parce que, je trouve que si on est, enfin en tout cas moi c'est mon opinion, si on est RH, c'est qu'on a quand même un petit peu une âme de guerrier et que, voilà, on a un peu envie de
de faire, alors pas la justice, mais voilà, d'améliorer, en tout cas, les choses et de faire évoluer et changer les mœurs. Et je pense qu'on a cette responsabilité d'aider, aussi les dirigeants et d'avoir cette prise de conscience et de faire valoriser aussi nos positions. Donc les postes RH, parce que c'est vrai qu'ils ont très souvent été, sous-estimés, mis au second rang. Les RH ne sont pas un département dans lequel forcément on va mettre de l'argent. Il faut que, ça devienne, quelque chose de normal d'impliquer les RH, pour qu'on voit des résultats. Donc c'est un peu un message d'espoir finalement parce qu'on est maître de notre destin et on a un réel impact sur l'avenir des RH. Ouais, ce que tu me dis là, ça résonne beaucoup avec, justement, cette problématique de qualité empêchée. Quand on parle de conflit de valeurs, de conflit éthique, il y a derrière ça aussi la question de la qualité empêchée. Quand on ne peut plus faire son travail avec la qualité qu'on estime, nécessaire, en tout cas de base, avec laquelle on veut faire son travail. Et pour le RH, justement quand je dis le H du RH, pour moi, ça rejoint un peu ces métiers passion. Et ces métiers, je pense aussi aux soignants où en fait on ne peut plus accompagner, les patients comme des êtres humains. Ça devient à la main à un moment donné des numéros, parce qu'on n'a plus le temps de les accompagner ou de leur parler, de prendre le temps de parler avec eux. Et pour le RH, ça me fait un petit peu penser à ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, j'en pense que du coup mon travail prend tout son sens puisque, justement avoir un département RH ou en tout cas, des RH structurés avec des bons process, avec, des bons outils. Là, on arrive à justement, faire un travail de qualité et on va pouvoir privilégier justement ça à la quantité et c'est ça qui est hyper important et moi, c'est ce qui me motive, au quotidien et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. C'est que des fois, c'est assez abstrait ce qu'on fait, en RH et surtout moi ce que je fais dans mon travail, mais finalement c'est assez simple. C'est, faciliter, le quotidien, les tâches, le travail pour être là au service, du coup des employés et des RH, tout simplement. Alors, maintenant une question qui me tient encore à cœur, beaucoup de questions me tiennent à cœur. On parle, souvent d'un moment clé dans l'arrivée d'un employé, d'un collaborateur en entreprise, quel que soit, son niveau dans l'entreprise, c'est le onboarding. Le onboarding, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est, un moment clé finalement qui est l'arrivée, ou le retour d'un collaborateur après un congé, un arrêt maladie, peu importe. Mais, c'est quoi finalement pour toi un bon onboarding? Qu'est-ce que ça change concrètement pour un collaborateur? Alors, très bonne question. Alors déjà le onboarding, donc du coup, vu qu'on est sur un terme qui est un peu, anglophonisé, il y a quelques personnes qui ont un peu du mal à comprendre ce que c'est. Ça va vraiment être l'entrée, l'arrivée du collaborateur. Heu, on ça En tout cas jusqu'à ce qu'il arrive dans l'entreprise. Puis bon, après bien sûr, il est accompagné, pendant ses premiers mois. Mais, c'est aussi quelque chose qui est très admin, où on va, récolter, toutes les informations sur l'employé, on va faire son contrat, on va récolter, les documents, on va mettre en place en fait tout ce qui va être nécessaire pour qu'il puisse arriver et prendre ses fonctions, correctement et sereinement. Ça passe aussi, par, son ordinateur, son téléphone s'il y a besoin, voilà. Donc tout ça, ça a effectivement un impact après, sur les équipes et sur les nouveaux arrivants. Et le mieux on anticipe, le plus on a un process qui est clair et qui est fluide, plus les collaborateurs, ben, vont prendre du plaisir à onboarder les nouveaux arrivants et plus ça va se ressentir, derrière. Donc c'est très important pour moi, c'est même, le moment le plus important, parce qu'en fait, c'est la première impression que le nouveau collaborateur va avoir sur l'entreprise. Alors quand je dis première impression, je reformule parce qu'il a déjà, du coup, à travers le processus de recrutement, des impressions. Il sait où il va,
il connaît déjà les valeurs et en fait, là, c'est vraiment la phase crash test où tu vas voir quand tu es onboardé si ça traduit ou pas l'image que tu t'es fait de l'entreprise et en fait, tu te dois d'y coller, parce que si tu colles pas, du coup, tu réussis pas le test et tu arrives, sur une expérience, ce qu'on appelle l'expérience candidat qui échoue, qui est erronée et 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 après, tu peux avoir, facilement, tout de suite des frustrations. Donc c'est important, dans les 2 sens. Quand, une entreprise se développe, grandit et qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, si on met pas en place les bons outils et les bons process, moi je me rappelle, avoir eu tellement de onboarding à faire que j'en voyais pas le bout et je me disais: «Mais en fait, je j'arrive pas à le faire correctement comme je voudrais parce que j'ai trop de tâches à faire manuelles, j'ai trop de d'outils différents à prendre en compte en même temps et du coup, j'arrive pas à me mettre, au service de la personne, comme j'aimerais et forcément qu'après ça se ressent. Donc c'est hyper, hyper important, justement d'accompagner les équipes, à avoir un bon onboarding et au final, il faut que, c'est primordial que le nouvel arrivant, il ait une image positive, parce que ça va être la première image, ça va se traduire en souvenir après. C'est une expérience, c'est vraiment, on vient vraiment toucher à l'émotion. Je me rappelle avoir fait, des onboarding et puis, quelques mois après ou quelques années après même, les personnes venaient me voir et me disaient: «Ah, je me rappelle encore de ton onboarding, c'était chouette, merci» et du coup, ça, en fait, ça valorise, bah, déjà de un ton travail, mais de 2 in fine, c'est aussi un win pour l'entreprise. Parce que finalement, les personnes qui arrivent, déjà, bon, elles ont envie de rester et tout au long de la vie de l'employé, si on l'accompagne correctement, au final, ça devient un ambassadeur. Et puis à l'inverse, c'est quoi le coût d'un onboarding qui serait raté? Alors je dirais que ça va au-delà, du financier, mais déjà parlons argent. Un onboarding raté, donc c'est déjà si on a mal sélectionné le besoin, on a mal sélectionné la personne, finalement elle colle pas, mais on peut, ne peut-être pas s'en rendre compte tout de suite ou avoir tellement besoin qu'on se dit: «Bon, bah, tant pis, la personne elle est là, elle fait le job». Donc là, on paye, un salaire, du coup, on peut perdre des mois, à payer un salaire inutilement. Ensuite, si la personne, ne fait pas l'affaire et puis qu'on a besoin d'externaliser la partie recrutement et qu'on fait appel à une agence ou un consultant, on va avoir des coûts de recrutement et quand même c'est pas rien. Et au-delà de ça, on va avoir un coût, aussi humain, parce que les équipes, les managers, en fait, ça on s'en rend pas compte, mais un onboarding, ça fait travailler, beaucoup plus de personnes que les RH. On va avoir les personnes, dans l'équipe, qui vont s'impliquer, qui vont former la personne. On va avoir les managers aussi qui vont faire un travail, de fond. Donc, là, on parle en temps et après, il faut pas oublier qu'on vient aussi casser, un rythme. On va ramener, parce que quand on forme quelqu'un, on prend du temps. On fait pas nos tâches qu'on doit faire au quotidien. C'est un vrai investissement humain derrière et donc on vient rajouter de la charge de travail et in fine, on rajoute de la charge mentale et du coup après il y a un risque forcément derrière que toi tu vois qui se répercute, après et qui devient effectivement facteur, de burn-out. Donc au-delà de ça, si je dois dire le coût, je dirais qu'on est, en tout cas, entre sur une tranche de entre 5 000 et 20 000 francs, hein, et encore. Tu sais que moi j'aime bien, le monde des bisounours, hein, c'est un petit peu ma patte. Dans un monde idéal, là, dans le monde des bisounours, qu'est-ce que serait un onboarding idéal, heu, pour une personne qui revient après un burn-out? Bah, déjà, je dirais que dans le monde des bisounours, il y a pas de burn-out. Mais après, je dirais, c'est à double tranchant. Alors, donc si on reste toujours, dans le monde des bisounours, ça veut dire qu'on est dans une entreprise où la personne, elle se sent en confiance. Déjà,
Ça veut dire que, si elle a fait un burn-out, c'est pas, à cause, par exemple, des personnes ou du management, mais plutôt quelque chose qui serait, lié aux process, aux outils, à la charge de travail et donc ça se corrige. On peut vite en prendre conscience, mettre en place des outils et puis, justement accompagner, la personne, les équipes, bah, déjà pour pas que ça se reproduise pour la personne et puis pour pas qu'il y en ait d'autres aussi qui tombent, hein, parce qu'après, c'est aussi, très souvent effet boule de neige et ça je l'ai aussi, vu et il faut pas oublier que si on a une personne qui part en burn-out, il faut penser aux autres aussi qui restent. En fait, c'est pas juste se dire: «Ah mince, la personne qui est partie, elle est pas bien. Bon, bah, elle reviendra quand il ira mieux». C'est aussi, il faut protéger ceux qui restent et essayer d'aller chercher des réponses et mettre en place, les actions qu'il faut pour pas que ça arrive et après je dirais, qu'on peut aussi par exemple, calquer un petit peu, la manière, d'accueillir la personne, heu, sur, par exemple, la façon, dont on va accueillir une personne qui revient d'un congé maternité. Par exemple, on va aller, alors il y a des personnes qui reviennent de toute façon sous, comment dire? Certificat médical et vont reprendre progressivement à 50, après elles vont passer à 60, elles vont aller, voilà, heu, petit à petit. Mais c'est aussi quelque chose que l'entreprise, peut proposer ou, aller, voir, sur, une aménagement d'horaire, enfin, en fait, il y a énormément de choses qui peuvent être, mises en place. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est de concert, à la fois entre les équipes RH et le responsable hiérarchique direct, hein, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui implique, plusieurs personnes sur le retour, hein, sur le retour au travail. Ouais. Justement, si on veut rendre maintenant une organisation plus humaine, qu'est-ce que par quoi on commence? Grosse Alors, question. ben, déjà, je dirais, on peut commencer par des petites choses qui coûtent pas cher, parce que du coup, on est en entreprise. Faut pas oublier qu'on on a une vocation financière quand même, derrière. On n'est pas, on n'est pas chez les bisounours. Hélas, hélas. Mais du coup, on peut mettre en place des choses qui ne coûtent rien, déjà avoir déjà être cohérent. Comme je disais tout à l'heure, être cohérent avec, ses valeurs et puis ce qu'on va mettre, du coup, en application derrière, les actions qu'on va mettre en œuvre. Écouter, du coup, enfin, s'écouter les uns les autres, écouter les employés. Donc, où sont les problèmes et qu'est-ce qu'on fait pour trouver des solutions? Communiquer, donc faire redescendre les informations, que ce soit, donc comme tu disais, du haut vers le bas ou même du bas vers le haut, si on est dans un climat, de confiance. Et puis, bah, qu'on puisse aussi, donner, toute sa place au RH, qu'on comprenne en fait vraiment l'impact, heu et puis, heu et puis la force, d'avoir, un département, qui soit bien structuré puisqu'après ça redescend. Ouais, alors justement, pour un manager qui a pas forcément un service RH en tant que tel pour les petites entreprises, hein, qu'est-ce qu'il peut déjà faire lui, à son niveau? Bah, il peut faire, la même chose, que ce que j'ai nommé, précédemment, hors implication RH puisqu'effectivement, il ne l'est pas, mais là, pour moi, ça passe d'abord par des soft skills, donc vraiment instaurer ce climat de bienveillance, une ouverture d'esprit, et puis, pas se centrer sur l'individualisme, mais aussi, penser collectif. Si l'entreprise, elle grandit vite, heu, c'est quoi les premières choses à structurer finalement pour éviter ces dérives, financières et humaines? Alors oui, on parlait de soft skills tout à l'heure, mais il faut qu'on ait un combo, et entre, les soft skills et puis les process, derrière et donc il faut qu'on soit dans une cohérence globale. Moi, première chose, je dirais déjà un onboarding, un vrai process de onboarding. Avoir des bons outils pour la gestion, quotidienne, la gestion des absences, les demandes, récurrentes. C'est une hantise d'avoir une boîte mail, qui est chargée et puis, on ne sait pas par où commencer. On pense que parce que dans les RH, tout est urgent. Donc du coup, enfin pour tout le monde, tout est urgent et nous, du coup, on doit gérer les urgences et puis aussi une bonne gestion des salaires.
Et je dirais pour terminer, j'en parlais tout à l'heure en disant, le onboarding, aussi, amène des ambassadeurs. Mais si je peux conclure sur un dernier process hyper important, c'est le offboarding. C'est que il faut traiter aussi bien les gens qui rentrent que les gens qui sortent, parce que c'est eux qui vont faire la promo derrière de l'entreprise, qui vont recommander, je sais pas, à leur entourage ou même maintenant avec, internet, sur les réseaux, on connaît tous, ces plateformes où on peut donner, les avis sur, les employeurs, et donc c'est important d'avoir un process qui tient la route déjà pour ça et aussi, parce qu'il y a un gros facteur, derrière, financier. Un offboarding qui est mal mené, il peut après engendrer, des conflits légaux. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, les prud'hommes et tout ça et puis, sachant qu'aussi au-delà du fait que le collaborateur qui part est potentiellement un ambassadeur, même une fois parti, il faut pas oublier qu'il peut revenir aussi. Donc si le off-boarding est fait de manière adéquate, c'est aussi potentiellement, un talent qui revient plus tard, hein? Tu as tout à fait raison et je l'ai vu. Donc oui, ça arrive et c'est beau justement quand ça se passe. En conclusion, si tu avais un message à faire passer, aux dirigeants, managers, ou au RH qui a perdu son H, potentiellement, qu'est-ce que ce serait? Alors je dirais, bon, aux dirigeants, faites-vous aider. En fait, n'attendez pas d'être dans l'urgence, d'être, sous la panique, et puis d'être vraiment au milieu du risque. Anticipez et faites-vous aider et puis, pensez, du coup à structurer vos ressources, humaines parce que au début, ça peut paraître, un peu fastidieux, difficile, mais finalement, avec une bonne collaboration, et pour les RH qui ont perdu leur H, je dirais, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même garder espoir et surtout faire changer un peu les consciences. Parler aux dirigeants, essayer d'expliquer, garder en fait vraiment le dialogue. Merci pour ces mots qui clôtureront cet épisode. Un grand merci à toi, Amandine. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter de ton côté? Non, merci beaucoup en tout cas pour, de m'avoir accueillie et de m'avoir, permis de pouvoir, parler de ce sujet qui me passionne. Oui, je sais, c'est pour ça que j'invite les RH. Merci Amandine, à Merci bientôt. Delphine. Et voilà, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous a plu. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cet échange avec Amandine, c'est qu'il nous rappelle une chose essentielle. Quand quelqu'un s'épuise au travail, il est rarement le seul élément de l'équation. Bien sûr, chacun a son histoire, sa personnalité, ses vulnérabilités, ses ressources, mais parfois, ce que l'on prend pour une faiblesse individuelle n'est autre que le symptôme d'un système qui ne fonctionne plus tout à fait comme il devrait. Et je trouve que c'est une réflexion importante parce qu'elle nous invite à sortir de la culpabilité, à regarder les choses avec un peu plus de nuance. D'ailleurs, ces derniers mois, plusieurs d'entre vous m'ont dit avoir particulièrement apprécié les épisodes solo et m'ont demandé un peu plus de moi. Alors je vous ai entendu, les 2 prochains épisodes seront justement un peu différents, un peu plus personnels aussi. J'y partagerai certaines réflexions, certaines prises de conscience, toujours avec de la théorie, et peut-être quelques morceaux de mon histoire que je n'ai pas encore racontés jusqu'ici. Parce qu'au fond, derrière les concepts, les outils et les théories, il y a aussi des parcours de vie. Et c'est souvent là que naissent les déclics les plus puissants. Alors si le sujet du burn-out, de l'épuisement ou du rapport au travail vous questionne, je vous invite à rester abonné au podcast pour ne surtout pas manquer la suite. D'ici là, prenez bien soin de vous et souvenez-vous, prévenir le burn-out, ce n'est pas apprendre à mieux résister. C'est aussi créer des environnements dans lesquels les personnes n'ont plus besoin de lutter en permanence. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.